Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste et dans 15 minutes, Bernard Cazeneuve sera reçu par Emmanuel Macron. Ce sera d'ailleurs à vivre en direct son arrivée à l'Elysée. Si Bernard Cazeneuve est nommé Premier ministre, est-ce que vous le soutiendrez? Mais Apolline de Malherbe, comprenons-nous bien. La question n'est pas une question de casting. La question c'est pourquoi faire. Les Français n'ont pas voté simplement pour voir un espèce de bal avec des gens qui chaque jour se présentent pour dire qu'ils seraient effectivement meilleurs que le voisin. La réalité, c'est qu'ils ont demandé du changement, des ruptures avec la politique qui était conduite pendant 7 ans par Emmanuel Macron et son équipe. Et donc, nous censurerons toute forme de continuité avec le macronisme. Vous censurerez toute forme de continuité avec le macronisme. Bernard Cazeneuve est socialiste. Vous censureriez Bernard Cazeneuve? L'a été. Il est aujourd'hui à la tête d'un mouvement qui s'appelle la Convention. Moi, je ne sais pas au nom de quoi Bernard Cazeneuve va aller parler avec le chef de l'État. Nous verrons bien. Mais la réalité, c'est qu'il y a une coalition, celle du Front populaire, qui est arrivée en tête de l'élection, et que la logique institutionnelle, la logique démocratique, la logique républicaine, comme dans toutes les démocraties européennes, c'est en réalité de nommer la force qui est arrivée en tête. Après, c'est à elle de faire la démonstration qu'elle est capable de gouverner, soit de trouver une majorité élargie. Est-ce que cette démonstration, vous n'auriez pas dû la faire avant? Vous dites toutes les démocraties. Quand on regarde en Espagne, par exemple, le parti qui est arrivé en tête n'a finalement pas gouverné parce qu'il n'a pas été capable de se créer une coalition. Il a renoncé, oui, parce que quand vous avez un parti qui renonce, en Espagne, vous avez raison de dire qu'au départ, c'était le Parti populaire, le parti de la droite espagnole qui était arrivé en tête. Il n'a pas réussi à trouver une majorité et donc c'est Pedro Sánchez, le socialiste, qui est arrivé derrière et qui a mené une coalition avec la gauche radicale et avec les régionalistes. Et donc, il y a un exemple là qui est évident, c'est que c'est non pas le roi d'Espagne qui a choisi le Premier ministre, c'est en fait le roi qui s'est plié au suffrage universel, qui a dit c'est le PPE qui est appelé en premier, s'il n'y arrive pas, ensuite c'est les autres. On va revenir sur cette... En Allemagne... Vous n'avez pas fait la démonstration pour l'instant que vous étiez capable d'élargir la coalition. Vous ne l'avez même pas souhaité. Mais qui en a fait la démonstration pour l'instant? Ben justement, personne. Personne. C'est pour ça que ça continue, non? Donc c'est pour ça que ça continue peut-être. Mais enfin, la réalité, c'est pas en choisissant un Premier ministre qu'on y parviendra. On y parviendra si on obtient en réalité une négociation. Et la réalité, ce que je conteste parfaitement, c'est qu'on nous dit, vous dites à l'instant, vous n'avez pas cherché. Mais nous avons bien sûr cherché, puisque Lucie Castet a dit qu'elle était prête à rencontrer tous les chefs de groupe et de partis, y compris de la droite, macroniste ou autre, et elle a aussi expliqué que de toute façon, nous bâtirions des compromis, projet par projet, parce que nous n'en avons pas d'autre solution que celle-là. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Personne ne peut avancer sans bâtir des compromis. Simplement, la question, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la tentation du chef de l'État est plutôt d'installer à Matignon quelqu'un qui serait en réalité son obligé et qui lui permettrait de continuer peu ou prou ce qu'il a fait pendant 7 ans. On va revenir sur la notion de compromis, parce que quand on dit on va faire tout le programme du NFP, rien que le programme du NFP... C'est une fable. C'est pas un très bon début de compromis. Et mais ça c'est 20h03, Jean-Luc Mélenchon. 20h03, Jean-Luc Mélenchon. Le 7 juillet. Enfin, avec autorité. Peut-être que dans l'euphorie de ce qu'il a cru être une majorité absolue, il s'est un peu avancé. Mais moi, ce que je lis, c'est que Mathilde Panot... Mais c'était pas un péché originel qui vous a empêché ensuite de créer justement ce dialogue? Attendez, un péché originel parce que... 20h03, comme vous dites. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas le leader de la coalition. Autrement, ça se saurait. C'est lui qui serait le candidat pour Matignon. Celle que nous avons choisie, c'est Lucie Castet. Donc, référez-vous non pas à Jean-Luc Mélenchon 20h03 le 7 juillet, référez-vous à ce que Lucie Castet dit depuis, qu'elle est prête semaine à après rencontrer, semaine, qu'elle est prête à bâtir des compromis. Je reviens quand même sur cette personnalité de Bernard Cazeneuve, parce que c'est vrai que c'est quand même assez saisissant. Bernard Cazeneuve a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre d'un président socialiste. Et aujourd'hui, vous avez l'air d'en parler comme si vous le connaissiez à peine ou comme s'il était plus du tout de votre famille. C'est pas que je le connais à peine, je le connais très bien. Et c'est pas du tout un problème personnel. Je n'ai pas de problème personnel avec Bernard Cazeneuve. Et ses qualités sont grandes. Simplement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas de savoir si tel ou tel est un personnage, un homme d'État, etc. La question, c'est pourquoi faire, avec quel soutien et dans quelles conditions, avec quelles garanties. Aujourd'hui, quelles sont les garanties pour Bernard Cazeneuve, si ce n'est d'être demain, en réalité, prisonnier par une majorité, une coalition, qui est la coalition Ensemble, celle d'Emmanuel Macron, qui veut le porter au gouvernement, alors même qu'il n'a pas obtenu
le soutien, ni même cherché le soutien du Front populaire. Donc c'est quand même un peu particulier. Il vous a pas appelé? Non, il m'a pas appelé. Donc ces derniers jours, vous n'avez eu aucun contact avec Bernard Cazeneuve. Il n'a pas cherché à en parler avec vous? Absolument pas. Et donc, vous auriez, pour le coup, apprécié de pouvoir commencer cette discussion et voir ce qu'il avait éventuellement ça aurait été pas mal, ça aurait été pas illogique. Comment est-il possible que vous disiez, parce que je suis un homme de gauche, je pourrais devenir le Premier ministre, parce que c'est le Front populaire qui est arrivé en tête le 7 juillet. Et pour autant, vous ne cherchez pas le soutien du Front populaire. Donc il y a quelque chose d'assez illogique, comprenez-moi. C'est pas tout à fait évident d'avoir quelqu'un qui arrive et qui dit « parce que je le vaux bien ». Non, personne ne le vaut bien. La réalité, c'est que ce qu'il faut, c'est arriver à avoir une négociation. Vous ne vous engagez donc pas ce matin, Olivier Faure, vous ne vous engagez pas à ne pas censurer Bernard Cazeneuve. Vous verrez bien. Moi, je m'engage à une seule chose. Censurer, vous le censurerez, socialiste ou pas socialiste? Moi, je m'engage à une seule chose, c'est respecter le vote des Français. Et ce à quoi j'appelle ce matin, c'est non pas à choisir un Premier ministre sur la base de ses qualités personnelles ou de son curriculum vitae. Ce que j'appelle, c'est à une négociation. Faire en sorte que nous puissions sortir de ce blocage, parce qu'il faut en sortir, par une négociation qui permette d'associer les groupes parlementaires, les partis politiques, toutes celles et ceux qui sont prêts à négocier. Et comme ça, nous saurons exactement, sur une durée limitée, dire par exemple que pour l'année qui vient, quel est le projet sur lequel nous pouvons nous accorder. Et on part de quel projet? On part du projet du Front populaire, parce que c'est le projet qui arrive en tête. Et sur cette base-là, on négocie. Après, bien sûr qu'il y aura des compromis. Mais pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas faire avec qui? Le cadre est à définir. Je ne suis pas le chef de l'État et je ne suis pas à moi seul. Mais est-ce que ça veut dire, Olivier Faure, que quand Emmanuel Macron dit j'invite tous les partis républicains à venir discuter d'un projet de gouvernement, ça ne correspond pas à ce que vous venez de dire? Parce que, enfin, je veux dire, ça vous dites non, on n'y retourne pas. Mais donc, c'est un peu incohérent. Pour l'instant, on n'a jamais été appelé à négocier sur quoi que ce soit. Il faut que vous compreniez que quand il vous a invité à revenir discuter, pour vous, c'était pas ça? Parce que vous avez dit non. Vous voyez bien que ça n'est pas ce qui s'est passé. Même Laurent Wauquiez qui est sorti a dit que c'était très décevant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne parle que de est-ce que censurerait pas, est-ce que machin vous va bien, est-ce que machine vous va mieux. Non, en fait, le problème, c'est pas, encore une fois, je reviens à ce que je dis depuis le début, c'est que le problème n'est pas le choix d'un homme ou d'une femme, le problème, c'est le choix d'une politique. Les Français veulent que ça change. Qu'est-ce qu'on fait pour l'école? Ce matin, les enfants rentrent à l'école. Est-ce qu'on a vraiment envie que nos services publics se cassent la figure les uns après les autres? Est-ce que pour l'hôpital, on continue à accepter que les services d'urgence ferment tous pendant les vacances parce qu'il n'y a plus de soignants? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la police, aujourd'hui, on a vu l'exemple avec les Jeux Olympiques, ne devrait pas être une police de proximité, qui permettrait peut-être aussi, les drames qu'on vient de connaître ces heures-ci, d'avoir des policiers qui connaissent leur terrain, qui ne sont pas simplement des policiers d'intervention, mais des policiers de proximité, et donc qui connaissent les loulous qui font n'importe quoi et qui peuvent en réalité prévenir autant que sanctionner. Voilà des questions. Évidemment, vous évoquez Valoris, vous évoquez aussi sans doute le drame de Mougins de la semaine dernière. Mais Olivier Faure, pardon, je reviens quand même parce que vous dites maintenant non, mais l'important c'est la politique. Sauf que vous avez quand même passé un mois à parler du casting et vous êtes arrêté sur la personnalité de Lucie Castet. Moi, je voudrais quand même comprendre une chose. Vous avez d'un côté, on a mis 15 jours pour trouver Lucie Castet. Ça s'appelle Lucie. Oui, elle s'appelle Lucie. Moi, c'est Apolline. Voilà, c'est ça. On aurait pu vous choisir, mais on a. Non, j'aurais dit non, mais allez-y. Non, il a dit non. Bon, alors, donc, on a bien fait de ne pas vous choisir. Très bien. Donc, on a choisi Lucie Castet. On a mis effectivement 15 jours. Mais ensuite, depuis les 15 jours, nous n'avons jamais reparlé casting. Nous avons uniquement parlé de ce que nous voulions faire. Oui, parce que pour vous, le casting, il est fait. Mais moi, il y a quand même une question que je me pose. Vous avez quand même face à vous un homme qui a été Premier ministre socialiste, d'un président socialiste qui a une expérience au minimum, qui a été maire de Cherbourg. Et vous préférez quelqu'un qui n'a rien fait. Enfin, c'est-à-dire qui politiquement n'a rien fait. C'est-à-dire comme si finalement, ce qui vous arrange, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a comme pédigré pour l'instant que le fait qu'elle est énarque, technicienne, tout ce que vous avez détesté pendant des années. Donc vous nous avez dit qu'on n'en aurait plus, que c'était vraiment la vieille politique. Mais c'est pas du tout. Elle n'a jamais été élue, elle n'a jamais été maire, elle n'a jamais été conseillère. Madame Borne, elle avait été élue quand? Mais vous ne l'avez pas choisie, et vous l'auriez sans doute pas choisie. C'était pas vraiment votre casting, Madame Borne. Bien sûr, mais ce que je dis simplement... Ou alors c'est peut-être votre modèle. Mais moi, ça m'étonne un petit peu que votre modèle ce soit Je n'ai pas dit que c'était mon modèle, je dis simplement que la raison pour laquelle Lucie Castet a été choisie, c'est parce qu'elle est en fait à la tête d'une association qui s'appelle Nos Services Publics. C'est aussi parce qu'elle n'a pas de bilan, donc vous vous engueulez pas sur son bilan. C'est pas une question de bilan. La question, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire. On est dans une situation inédite. Elle incarne la société civile organisée. Les gens qui, en dehors des partis,
on fait le choix de s'engager et de s'engager sur des causes qui sont des causes claires. Et en l'occurrence, la cause des services publics est une cause qui nous motive toutes et tous parce que nous savons que dans les prochaines années, l'effort qui est à envisager aujourd'hui, il est d'abord sur les services publics. Pourquoi ? Vous avez aujourd'hui, je reviens à la rentrée, vous avez un problème de recrutement des enseignants, on voit bien majeur, et donc vous comme moi, on aimerait que tous nos enfants aient l'assurance que toute l'année, ils auront dans chaque matière un professeur en face d'eux. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour remettre de l'ambition sur nos services publics, et je parle de l'école, je pourrais parler de l'hôpital, je pourrais parler de la justice, de la police, bref, de tout ce qui fait que ce pays tient debout. Et pour qu'il tienne debout, il faut encore qu'il y ait une politique qui corresponde à cela. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, voilà un exemple, mais les exemples peuvent se multiplier. Sur les retraites, on fait quoi, Pauline de Malherbe ? Alors, Bernard Cazeneuve, lui, dit carrément qu'il est pour la fin de cette réforme des retraites. Et il y en a d'autres qui pourtant sont dans le nouveau Front populaire. Il l'a exprimé par ses proches dans la presse. Enfin, je veux dire, des proches dans la presse. Non, mais moi, je veux pas. C'est vrai que ça aurait été mieux qu'il vous appelle pour vous le dire, ça j'ai bien compris. Et même qu'il vienne vous le dire à vous, s'il ne veut pas me le dire à moi. Il s'exprime, c'est vrai, c'est pas faute de l'avoir invité comme vous pouvez l'imaginer. Comment voulez-vous que vous me posez une question sur est-ce que vous voulez Monsieur Cazeneuve ou Monsieur Bertrand? Mais j'en sais, sur quoi? Sur quelle base? Sur quel projet? Normalement, quand on est dans une démocratie, on vient avec un projet devant des électrices et des électeurs, on leur dit voilà ce qu'on voudrait faire, et ensuite les électeurs choisissent. Mais vous-même, au sein du Parti Socialiste, il y a quand même des divisions. J'entendais Jérôme Guedj, alors pour le coup il l'a dit à un micro officiellement, lui il prône un gel de la réforme des retraites, non pas une abrogation. Ça veut quand même dire qu'au sein même du Parti Socialiste, vous n'êtes pas tous d'accord. Mais ce serait vous êtes pourquoi? C'est assez rare que le Parti Socialiste soit tous d'accord. Donc en fait, en ce moment, c'est quand même très divisé. Hein. Très divisé, non, c'est pas très divisé. Il y a une majorité et puis il y a des gens qui s'expriment et qui disent, qui donnent un avis et ils ont le droit de le faire. Restons sur les retraites. Mais le gel ou l'abrogation? Eh bien, moi, je suis pour l'abrogation et ensuite une conférence sociale qui permette de dire comment nous le financerons. Mais vous vous rendez compte que sur ce sujet-là, il y a une majorité à l'Assemblée, il y a une ultra-majorité dans le pays et il faudrait là renoncer alors même que le Front populaire est arrivé en tête et qu'il s'est prononcé lui-même pour l'abrogation. Il y a quelque chose d'inouï. Comment voulez-vous Est-ce que vous voulez que les Français continuent à voter? vous appelle là dans une heure, quand il sort de l'Élysée, et qui vous dit sur les retraites, Olivier, moi je suis pour l'abrogation, déjà ce sera une victoire pour vous. Est-ce que dans ces cas-là, vous vous dites, bon, on peut discuter? S'il obtient l'abrogation, je réfléchirai, bien sûr. Ce serait un énorme pas en avant. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, je ne sais pas ce que dit Bernard Cazeneuve. Je ne sais pas si c'est un gel, une suspension, une abrogation. Ce que je vous dis, c'est que là, il y a quand même un sujet démocratique. Est-ce que vous voulez que les Français reviennent aux urnes ou est-ce qu'on leur dise que désormais, de toute façon, quoi qu'ils votent, ça ne changera rien? Vous avez dit, Olivier Faure, la solution, c'est de se remettre à discuter à partir du programme du nouveau Front populaire avec d'autres. Quand Raphaël Glucksmann, qui était quand même le candidat du Parti socialiste aux dernières élections européennes, dit dans le journal Le Point, la gauche ne pourra gouverner que si elle accepte de négocier des compromis, si elle renonce à sa radicalité, ce qui se pose, dit-il, de tourner la page à la fois Macron et Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette technique-là, avec cette stratégie-là? Mais que viens-je de vous dire depuis 10 minutes? Je vous dis que nous sommes toutes et tous d'accord pour dire qu'il faut bâtir des compromis. C'est une obligation. Est-ce que vous seriez prêt à faire un compromis? Mais sur tous les sujets, nous y serons contraints. Est-ce que sur le SMIC à 1 600 €, vous seriez prêt à faire un compromis, au moins à un étalement dans le temps, à y aller progressivement? Mais il faudra de toute façon, nous l'avons dit aussi, compenser, parce que si on fait le SMIC à 1 600 € sans compenser pour les PME et les TPE, ce sera très difficile pour nombre d'entre elles. Mais compenser avec quels sous? Compenser avec les sous que nous allons prendre là où ils se trouvent. Et donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans notre projet, il y a la volonté d'aller chercher l'argent sur les très grandes fortunes, sur les très grands patrimoines, parce que vous avez un creusement des inégalités aujourd'hui qui est incroyable. Le CAC 40, chaque année, bat des records. Quand ils font 100 milliards de distribution, de dividendes ou de rachat d'actions, vous pensez qu'on ne peut pas en prendre une petite partie pour la redistribuer sur les Français qui, aujourd'hui, tirent la langue? Moi, je crois que si. Donc, vous avez dit on peut éventuellement discuter sur les compensations. Encore une fois, sur quel point vous êtes prêt à faire des compromis, des ajournements? Mais dans une discussion et dans une négociation, on ne vient pas en disant... écoutez, on est prêt à lâcher là-dessus ou là-dessus? Non, mais je ne vous dis pas de tout lâcher, mais enfin, je vous dis d'arriver avec au moins quelques points sur lesquels... Moi, je viens avec un projet et j'accepte l'idée que ce projet ne sera pas intégralement appliqué. Vous pourriez discuter avec les Républicains de Laurent Wauquiez? Mais on discutera avec toutes celles et ceux qui sont prêts à discuter. Donc, y compris... Non, mais je veux que les choses soient très claires. Vous êtes prêt à discuter avec les macronistes, les députés macronistes,
jusqu'aux Républicains éventuellement? Mais bien sûr. En fait, qu'avons-nous fait même dans la précédente législature? Est-ce que vous pourriez leur proposer de faire un gouvernement tous ensemble? Quand on discutait sur la réforme des retraites, nous discutions aussi bien avec des gens qui étaient chez les Républicains qu'avec des macronistes dont on espérait qu'ils pourraient ne pas tous suivre comme un seul homme. Malheureusement, ce fut même pas le cas puisqu'il y a eu 49.3. Mais bien sûr qu'on discute avec tout le monde. Avec qui voulez-vous que nous passions des accords pour pouvoir trouver des majorités au Parlement? C'est là où il y a quelque chose qui est insensé, c'est que dans le débat, on nous dit en permanence, il y a ceux qui veulent des compromis, les gens raisonnables, et puis les autres qui seraient les fous furieux du Front populaire. Est-ce que vous êtes prêt aussi à dire, écoutez, Lucie Castet, c'était une option, mais ça n'est pas la seule. Nous sommes prêts à envisager d'autres personnalités pour diriger ce gouvernement de compromis. Mais encore une fois, vous replacez toujours tout sur la question de la personnalité qui dirigera Matignon. Non, mais c'est pas moi. Ce que je dis, c'est une question d'incarnation du gouvernement, vous le savez très bien. Très bien, mais enfin, commençons par discuter. Voyons qui ensuite incarne le projet. En tout cas, vous ne dites pas ce matin, c'est Lucie Castet ou rien. Mais j'essaie de trouver une solution pour ce pays. J'essaie de faire en sorte que nous puissions avancer. Et Lucie Castet elle-même est prête à avancer. Donc nous sommes dans une situation où on n'a jamais dit c'est tout ou rien. On a toujours dit ce sera des compromis. Simplement, respecter le suffrage des Français. Faites en sorte de ne pas pratiquer un hold-up démocratique qui serait incompris et qui conduirait une part d'entre eux soit après à se reporter sur l'extrême droite, soit à renoncer à voter. Et dans les deux cas, ça veut dire que c'est un affaiblissement considérable de la démocratie et même un danger pour la République. Est-ce qu'il faut avancer la rentrée à l'Assemblée nationale? Elle est prévue le 2 octobre, c'est loin? C'est loin. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent on appelle à ce que la rentrée soit beaucoup plus rapide? Oui, comme Fabien Roussel l'a proposé il y a quelques jours. Session extraordinaire. On en avait parlé ensemble d'ailleurs quelques heures auparavant. Moi, je souhaite effectivement qu'on ait une session extraordinaire, ne serait-ce que parce que nous ignorons le moment où il sera formé un gouvernement et qu'il ne serait pas anormal d'avoir des questions d'actualité. Par exemple, de pouvoir interroger le gouvernement sur ce qu'il fait. Là, on a un gouvernement qui est réputé démissionnaire. Et pour autant... il pourrait répondre d'ailleurs à vos questions. Il pourrait répondre aux questions, et notamment sur ce qu'il fait sur le budget, par exemple, parce que là, il y a quand même une anomalie démocratique aussi. On est dans une situation où vous avez un gouvernement qui est censé traiter les affaires courantes, et pour autant qui prépare le budget de l'année prochaine. Et vous savez très bien que le budget, c'est l'acte essentiel de savoir ce qu'on fait. Vous appelez à ce que l'Assemblée nationale reprenne ses travaux, y compris, même s'il n'y a pas de nouveau Premier ministre tout de suite. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle envoie ce matin une lettre au président de groupe pour demander une session extraordinaire. Elle ajoute aussi qu'elle voudrait 2 thèmes à l'ordre du jour, les finances publiques et la sécurité. Mais ce n'est pas elle qui fixe les thèmes. Mais en tout cas, moi, je suis favorable à l'idée d'une session extraordinaire. Mais vous pourriez vous mettre tous d'accord en disant on demande tous à reprendre plus tôt, à reprendre la semaine prochaine? Oui, absolument. Ça n'arrive pas de ma compétence. C'est Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, qui en fera la demande explicite lui-même. Et nous allons bien sûr demander aussi à pouvoir revenir. Il n'est pas normal que la démocratie soit en congé. Et l'endroit où elle s'exprime, c'est le Parlement. Le père de la petite fillette qui a été tuée à Vallauris. Je voudrais quand même revenir sur ces mots parce qu'ils sont très forts. Il dit merci la justice française, merci de manière terriblement ironique. À partir de demain, c'était hier, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer, aucun respect pour notre fille ni pour nous-mêmes, parce que le motard du rodéo qui a tué sa petite fille a été remis en liberté. Il est juste sous le coup d'un homicide involontaire, et encore ça n'était que blessure involontaire puisque c'était avant le décès officiel de la fillette. C'est possible ça, que cet homme soit en liberté? La preuve que c'est possible, mais je comprends... Je veux dire, c'est acceptable. Je comprends la famille, je comprends le père, c'est absolument invivable. Vous venez de perdre votre enfant, 7 ans, dans l'inconscience d'un jeune homme qui... fait des rodéos urbains pour faire le malin et qui, évidemment, involontairement, tue cette petite fille. Et donc, il faut trouver des solutions pour que cela s'interrompe. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la police de proximité, c'est un des éléments qui permet de justement prévenir ces situations. Et est-ce qu'il faut saisir les véhicules? J'avais le maire de Valence tout à l'heure en direct sur RMC qui a réussi à faire baisser considérablement le nombre de rodéos sauvages dans sa ville parce qu'il saisit, parce qu'il détruit même les motos ou les engins qui ne sont même pas rendus aux criminels. Il faut le dire. Bien sûr, saisir, détruire. Moi, j'avais proposé il y a quelques années, malheureusement sans succès au gouvernement Macron,
que la vidéosurveillance puisse être un élément aussi de sanction pour arriver à mettre devant leur responsabilité les auteurs de ces rodéos et faire en sorte que, comme pour le port du casque, eh bien, la vidéosurveillance puisse s'appliquer. Puisque très souvent, le problème de ces rodéos urbains, c'est que la police hésite à se lancer dans des grosses poursuites parce que de peur, elles peuvent, de peur voilà, que l'auteur lui-même puisse être renversé et qu'elles en soient portées responsables. Alors, que l'auteur soit renversé ou qu'il renverse quelqu'un d'autre, comme c'est le cas en l'espèce. Donc, on a effectivement des situations où, du coup, les contrevenants Se sentent dans une impunité. se sentent dans une forme d'impunité et roulent sans... Voilà. Donc, il faut effectivement être d'une sévérité absolue. Ces rodéos urbains, c'est quand même une plaie pour l'élu de Savigny-le-Temple que je suis et de Sénart en général. Je peux vous dire qu'on subit ces rodéos et que c'est insupportable et que les populations n'en peuvent plus. Heureusement, la police municipale, quand elle est là, eh bien, elle permet d'y remédier. Mais une police de proximité, ce serait aussi une façon, parce qu'on sait très bien qui sont les auteurs. On les identifie, on les connaît, on reconnaît les gens. On les connaît dans ce genre de ville moyenne, mais c'est vrai que c'est difficile dans d'autres. Mais merci Olivier Faure en tout cas d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste, Bernard Cazeneuve est à l'Élysée. On l'apprend à l'instant, au moment où l'on se parle, il y est. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.